Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, entre 70 et 90% des élèves de l'enseignement agricole s'insèrent sur le marché du travail et trouvent la voie de l'insertion sociale. Alors que le salon de l'agriculture vient de se terminer, on joue les prolongations avec ce zoom sur une école qui va bien. On en parle avec Bertrand Gaufriot, il est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-16, vous le savez, on réveille notre culture générale. Cette semaine en géographie, autour d'un thème passionnant, les montagnes. Question du jour, où se situe la chaîne du Kunlun? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Xavier Bernier. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier. Sujet du cours particulier du jour, le philosophe Geert Bista, ce sera un portrait. Il est néerlandais et c'est un des pères de l'éducation démocratique. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Bertrand Gaufriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de lycée agricole, mais vous avez une vie extrêmement riche. Vous êtes économiste de formation, vous avez travaillé pour le Bureau international du travail, vous êtes passé par le Québec, l'Afrique, vous êtes aussi assesseur au tribunal pour enfants. Merci dans votre emploi du temps d'avoir trouvé le temps de venir nous rendre visite. Vous publiez aux éditions Le Temps d'un roman, Petit éloge d'une école qui va bien, sous-titre « Vive l'enseignement agricole », un enseignement que vous décrivez comme, je cite, celui d'une école de la diversité et non de l'uniformité, une école qui est aussi celle de l'attention à chacun et du vivre ensemble. On va évidemment rentrer dans les secrets et dans l'histoire de cette école. Juste un tout petit panorama, combien d'élèves aujourd'hui? Sur mon lycée, 250. Et dans l'enseignement agricole? Plusieurs dizaines de milliers. Avec cette particularité qui est que l'enseignement privé est plus représenté que l'enseignement public. Tout à fait, 60-40. Avec 3 familles. 3 familles de l'enseignement agricole public à temps plein, l'enseignement agricole privé à temps plein et l'enseignement agricole à rythme approprié, les maisons familiales. Les maisons familiales rurales auxquelles on avait d'ailleurs déjà consacré une émission ici. On va commencer par un petit peu d'histoire, celle de l'enseignement agricole. Elle commence il y a 170 ans, on est en 1848. L'État pose des principes fondateurs majeurs qui tiennent aujourd'hui encore. Effectivement, ces principes, la France est rurale, l'éducation c'est un moment important. Petit à petit, les travailleurs vont rejoindre les villes. L'urbanisation va être croissante, mais malgré tout, les politiques et les décideurs imaginent que les ruraux ont aussi droit à l'éducation. Et la particularité, vous la soulignez dans l'ouvrage, c'est que l'État engage sa responsabilité à partir de ce moment-là dans ce domaine. Il dit c'est notre boulot de les former. C'est notre boulot de les former. Et donc l'État, de manière volontariste, comme à plusieurs époques de notre histoire, va faire le nécessaire pour que l'éducation rejoigne chacun des citoyens, futurs citoyens français. Alors, autre date importante, on reviendra sur une des dates qui est 1965, mais je voudrais qu'on saute directement à 1984, c'est la loi Rocard. Il est alors ministre de l'Agriculture et il va poser un certain nombre de choses tout à fait essentielles pour l'enseignement. Alors, 1984, 2 dates, juillet 1984 pour l'enseignement public et décembre 1984 pour l'enseignement agricole privé. Un ministre qui a eu une fulgurance, qui a compris que l'école du contrat, l'école de la confiance, c'était important. Et donc, loi votée à l'unanimité, ce qui est rare à l'époque. Et aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. Si vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Mais des lois fondatrices qui, effectivement, donnent un souffle d'air à l'enseignement agricole. Dans ces lois, il y a plusieurs piliers sur lesquels repose cet enseignement agricole. On va essayer d'en dérouler un certain nombre. L'organisation modulaire des enseignements, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, on ne parle pas de discipline, on parle de modules. Parce que les modules recouvrent peut-être plusieurs disciplines et donc se relient les uns avec les autres. Exemple d'un module, par exemple, dans le lycée que vous dirigez ? Un module qui mélange le français, l'éducation socio-culturelle, la technologie, par exemple. Voilà, ce sont des modules qui se regroupent, qui se retrouvent. Et qui s'assemblent et les enseignants se retrouvent ensemble pour offrir cet enseignement aux étudiants et aux élèves. Vous êtes un invité formidable. Vous faites les transitions pour moi. Éducation socio-culturelle, vous venez de le dire, ça c'est une discipline propre à l'enseignement agricole et c'est là où on donne la 3e date. On ne va pas harceler tout le monde de date, mais c'est la 3e qui est importante, c'est 1965. 1965, donc nous fêtons cette année les 60 ans de l'éducation socio-culturelle. C'est donc la partie... Alors c'est donc cette discipline que personne ne connaît trop. Même les enseignants d'éducation socio-culturelle ont parfois du mal à définir leur propre discipline. Mais en fait, c'est un petit peu le carrefour de tout ce qui concerne la culture. Voilà. Et donc,
l'accès à la culture, c'est un élément extrêmement important pour tous les jeunes qui fréquentent les établissements agricoles. Ce qui relie tout ce monde de l'enseignement agricole à la grande famille de l'éducation populaire. Alors c'est un lien très évident pour les maisons familiales rurales parce qu'elles sont vraiment nées de ce mouvement-là, mais c'est le lien aussi avec la jeunesse agricole chrétienne, à Jacques, et puis tous les mouvements associatifs en milieu rural qui se souviennent, et ça vous le soulignez à plusieurs reprises dans le bouquin, que dans l'agriculture, il y a culture. Dans l'agriculture, il y a culture. J'ai par principe l'idée de commencer toujours mes entretiens par cette petite attention. Mais effectivement, la culture, ce n'est pas que la culture des sols, c'est aussi la culture au sens générique. Et effectivement, tous les jeunes ont droit à la culture. Et vous menez des projets absolument formidables, notamment avec l'opéra. Vous êtes passionné de ce genre de choses. Oui. Cette éducation socio-culturelle, pilier d'une pédagogie qui, elle aussi, est omniprésente dans l'enseignement agricole. On continue à dérouler nos différents piliers. C'est la pédagogie de projet. La pédagogie de projet, la pédagogie de projet, c'est le carrefour de toutes les disciplines. Donc très concrètement, on va formuler un projet avec les élèves. On formule un projet avec les élèves, pour les élèves, piloté par un groupe d'enseignants, et on déroule toutes les connaissances, les savoirs, parce que les savoirs, c'est aussi important, les savoirs fondamentaux, avec cette dynamique de projet. On pourrait ajouter un quatrième pilier qui est apparemment très important, vous l'avez d'ailleurs mentionné en me répondant sur le nombre d'élèves dans votre établissement, 250, ce sont des établissements à taille humaine. 250, c'est quand même 3 fois plus petit qu'un collège moyen en France, parce que 700 élèves un collège. Ouais. Et quant au lycée, ils font plutôt 2000. Donc Tout à fait. Alors c'est effectivement une des caractéristiques de l'enseignement agricole, cette proximité, ce petit village, ce sont des petits villages, donc à la fois avec tous ces avantages, la connaissance et le travail d'artisan que l'on peut faire en termes de pédagogie, en termes de suivi d'élèves, de parcours professionnel et d'insertion. Et puis effectivement, avec tout ce qui peut sauter à la figure, c'est-à-dire on voit un élève qui n'est pas bien, alors on peut l'accompagner, mais effectivement, tous ces petits éléments du quotidien, on les vit, alors de manière très charnelle parfois. Taille humaine, c'est extrêmement important. Vous revenez aussi à plusieurs reprises dans le livre sur la notion d'insécurité pédagogique. C'est quoi ? Eh bien, c'est un petit peu les laboratoires de l'éducation, l'enseignement agricole. Je dirais que pour qu'un enseignant réussisse, il faut qu'il puisse se mettre en insécurité pédagogique. C'est-à-dire se dire que tout n'est pas calé d'avance, tout n'est pas couru d'avance, et donc effectivement, ce qui était prévu tel jour à telle heure peut être complètement modifié par un projet qui vient heurter un emploi du temps qui est bien construit, et puis aussi une séquence qui va se prolonger à l'extérieur, parce qu'on travaille aussi à l'extérieur, et c'est important de se dire que toute la connaissance ne se fait pas dans la salle de classe, mais aussi hors de la salle de classe. Donc, si je résume, c'est vraiment placer l'élève au centre de tous ces dispositifs, comme prétendait le faire d'ailleurs la loi Jospin, avec un succès dont on peut débattre, mais ça fonctionne dans l'enseignement agricole. Oui, à la fois le jeune au centre, mais aussi l'établissement au centre, parce que l'établissement, c'est le carrefour de tout. C'est le carrefour des enseignants, c'est le carrefour des élèves, c'est le carrefour des familles, c'est le carrefour des territoires, c'est le carrefour des partenaires. On en parlera de cet ancrage dans les territoires parce qu'il est extrêmement important. Voilà ce que je crois être l'ADN de l'enseignement agricole, une pincée de Ruffo, un soupçon de Dolto et de Montessori. Il s'appuie sur de bons enseignants qui sont des enseignants moyens sur la parole qui est au cœur de l'éducation et sans laquelle il n'y a pas d'autorité. Et puis enfin, en construisant l'autonomie permettant la créativité de l'enfant. Des enseignants, des bons enseignants qui sont des enseignants moyens. Tiens, juste après l'anti-sèche, je vous demanderai ce que ça signifie. Bertrand Gaufrier, auteur, je le rappelle, de Petit éloge d'une école qui va bien. C'est aux éditions Le Temps d'un roman dans la collection Essai. L'anti-sèche. On révise notre culture générale dans l'anti-sèche au programme cette semaine, la géo sur le thème des montagnes. Question du jour, où se situe la chaîne du Kunlun? Xavier Bernier, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir toute cette semaine dans l'anti-sèche de la quotidienne de School TV. Vous êtes professeur des universités à Sorbonne Université et co-auteur de l'Atlas des montagnes qui vient de sortir aux éditions Autrement. Vous êtes également auteur d'un super dossier documentaire, de la documentation photographique sur les montagnes. C'est chez CNRS Éditions. Je le montre parce qu'après, il suffit d'aller dans un CDI ou dans une bibli et on le trouve extrêmement facilement. Alors, notre chaîne du Kunlun, K-U-N-L-U-N.
Alors, vous démarrez par ce qui semble un peu une question de type trivial poursuite. Oui. Vous savez, la fameuse question géographique. La question bleue. La question Mon bleue. cauchemar. Et c'est ça, y compris pour les géographes d'ailleurs, qui sont sommés d'y être plus performants. Ouais. Et en fait, je ne sais pas où est la chaîne du Kunlun. Et c'est un nom très exotique dont oui. on peut deviner qu'il n'est pas dans une sphère occidentale. Et donc, resserrer notre enquête, je vais dévoiler d'emblée la réponse. Ça se situe sur les bords du plateau du Tibet, aux confins de la Chine, sur toute une chaîne qui s'appelle précisément la chaîne du Kunlun. Avec une étymologie dont vous expliquez qu'elle se confond avec d'autres mots de la même région qui peuvent évoquer le chaos des origines, l'idée de vie. Le premier chapitre de votre Atlas des montagnes, il est pour dire, alors vous allez me dire c'est normal, je suis universitaire, je réfléchis, mais qu'est-ce que c'est qu'une montagne? C'est pas si évident que ça. Non, alors la montagne c'est un objet sur lequel on a tous un avis, une expérience. Et dès qu'on est enfant, ça fait partie des choses qu'on va être amené à dessiner. De la même façon qu'on va dessiner un arbre, une maison, on va dessiner une montagne. Et souvent, la représentation qu'on va en donner, c'est une forme assez générique, simplifiée, pas seulement en Occident d'ailleurs, dans les classes japonaises, dans les classes américaines. On va le montrer parce que dans mon souvenir, vous prenez une forme triangulaire. C'est ça. Souvent chapeauté d'un petit chapeau de neige. Et on a en quelque sorte de facto une lecture un peu qu'on voudrait intuitive de la montagne, qui serait un relief plus ou moins élevé, couvert de neige, ou pas, et de moins en moins. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et si on veut s'attacher à donner une définition qui est une valeur scientifique, ça devient d'emblée une entreprise beaucoup plus périlleuse. Parce que quand on est scientifique ou quand on est un élève ou un professeur avec ses élèves, on va chercher des critères de définition. C'est ça. On peut se dire c'est l'altitude, un point élevé. Sauf qu'il y a des montagnes au bord de l'eau. Il y a des montagnes au bord de l'eau. La montagne de Reims, c'est 300 et quelques mètres. À Paris, la montagne Sainte-Geneviève, où se situe l'Institut de Géo, où vous enseignez. C'est pas un relief très très élevé. Et pourtant on dit montagne. Et pourtant on dit montagne. Et à plus grande échelle encore, dans le vignoble bourguignon, les petits reliefs de quelques dizaines de centimètres au sommet des parcelles, on les appelle aussi des montagnes. Donc quelques dizaines de centimètres. Donc vous voyez qu'on va faire référence à la montagne pour des objets à des altitudes très différentes. On peut se dire, c'est la pente, c'est le relief. Et auquel cas, on était au Kunlun, au Tibet, il y a quelques instants. Le Tibet, ce sont de hauts plateaux. C'est très plat, à 5000 mètres d'altitude. Voilà. Donc le critère... La neige, ça marche pas non plus. La neige, ça marche pas non plus. Et donc petit à petit, on en vient à disqualifier des critères qui pourraient paraître évidents. Et le géographe est amené petit à petit à chercher d'autres définitions. Et vous arrivez finalement à une famille de définitions. Vous donnez notamment une cartographie lexicale des références à la montagne. Je vais la montrer juste pour que vous ayez une idée. Voilà. Donc en fait, c'est plein de façons différentes, plein de registres. Il y a la géométrie, l'architecture, l'anthropologie, les paysages et les systèmes socio-économiques et une dimension anthropologique très forte. Alors effectivement, vous évoquez ce document qui s'intéresse à ce qu'on pourrait appeler l'oronymie ou l'orotoponymie, la façon dont on va nommer les montagnes. Alors, il y a deux aspects ici qui sont importants, toujours pour rebondir sur votre entrée sur le Kunlun. Il y a le nom générique qu'on va donner à un relief. Alors, ici, c'est montagne, ici, ça va être pic, ça va être ziggurat, ça va être sierra, que sais-je encore. Et puis, il y a également le nom qu'on va donner à tel ou tel lieu. Endroit. Et il y a parfois une accumulation toponymique. Alors là, si vous êtes attentif, il vous a donné un indice. Xavier Bernier, merci beaucoup pour cette réponse. On se retrouve demain. On peut entre-temps réviser dans l'Atlas des montagnes qui est sorti aux éditions Autrement, signé Xavier Bernier, mais aussi Christophe Gauchon, votre collègue professeur de géographie, lui, à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Je donne aussi le nom du cartographe et géomaticien, parce que c'est bourré de cartes, c'est génial, Alexandre Nicolas. Et la question de demain, ça a été prononcé. Qu'est-ce que l'oronymie? Vous savez ça? Ah, qu'est-ce que l'oronymie? Réponse demain. Pour l'instant, grand oral. La suite, Bertrand Coffriot. Voilà ce que je crois être l'ADN de l'enseignement agricole. Il s'appuie sur des bons enseignants qui sont des enseignants moyens. C'est quoi des enseignants moyens? Pourquoi c'est bien les enseignants moyens? Un enseignant moyen, c'est un enseignant qui est à hauteur d'homme.
donc à hauteur d'élève, et qui, quel que soit son parcours, qui peut être assez exceptionnel sur le plan de la formation initiale scolaire, a la capacité de rencontrer l'élève dans ce qu'il est. Donc moi je suis très fier d'être entouré d'enseignants moyens. Est-ce que d'ailleurs vous avez dans l'enseignement agricole les mêmes problèmes de recrutement que dans l'enseignement général, l'éducation nationale? Au Pays Basque un peu moins. C'est plutôt une terre qui attire. Si vous en parlez, c'est parce que c'est là que vous dirigez un établissement. Voilà. Au Pays Basque, c'est plutôt sain. Mais vous pensez que c'est le Pays Basque qui attire plus que Je pense qui attire aussi bien que l'enseignement agricole. C'est ça. La dynamique de l'enseignement agricole est assez forte dans ces régions-là. Par ailleurs, cette idée de liberté et d'autonomie de travail des équipes pédagogiques est quelque chose d'assez singulier dans le monde de l'éducation. On en est très jaloux et je pense que ça fait partie des éléments qui peuvent attirer encore des enseignants. Parce que, à la différence de ce qui se passe à l'éducation nationale, chaque établissement est très libre, finalement, de sa façon... Nous autorisons toutes les autonomies qui sont vous les autorisez, possibles. mais on vous les autorise aussi. Je veux dire, par là, vous n'avez pas ce qui n'est une pas administration, un rectorat qui débarque en disant « Monsieur Gaufrier, ça ne va pas aller, il faut faire autrement. » quoi. Effectivement. Voilà. Mais ce qui n'est pas interdit est autorisé. Alors, ce qui est, en revanche, non seulement autorisé, mais recommandé, c'est la pluridisciplinarité. Vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure. C'est extrêmement important aujourd'hui pour répondre aux défis du monde contemporain, parce que chaque discipline prise isolément, si elle ne dialogue pas un tout petit peu avec les autres, on est aujourd'hui dans des problématiques beaucoup trop complexes. Oui. J'aime assez l'image de la piscine avec les couloirs. Les couloirs, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc, on enlève les lignes de flottaison et on se retrouve tous ensemble pour répondre aux vrais défis. Les défis de l'environnement, les défis du climat, ce n'est pas juste un problème scientifique. Voilà, il y a plein d'autres questions qui se posent, que ça soit au niveau de l'agronomie, que ça soit au niveau même de la philosophie, de l'économie, économiste de formation, il y a des questions d'équilibre économique. Effectivement, toutes ces questions-là se rejoignent à un moment ou à un autre. Donc la pluridisciplinarité, c'est une des pépites de l'enseignement agricole. Je vous citais tout à l'heure disant qu'il fallait une pincée de Ruffo dans cet enseignement-là. Vous le citez notamment pour dire qu'il faut enseigner le beau, que le beau est essentiel pour le développement personnel des élèves. Ça se matérialise comment, par exemple, dans un lycée comme le vôtre? Le beau, c'est l'environnement dans lequel on vit. C'est la création de jardins, c'est la création d'espaces, notamment, par exemple, pour l'aménagement paysager. C'est le rapport au vivant. Et le rapport au vivant, ça fait partie du beau. Effectivement, on s'est retrouvé de manière très proche avec le professeur Ruffo sur ces questions-là, puisque d'ailleurs on a mené un projet ensemble assez singulier autour de la santé mentale. Et si vous faites un petit peu d'archéologie dans les archives de l'émission, on l'avait accueilli Marcel Ruffo, vous pouvez retrouver cette émission. Les innovations pédagogiques de l'enseignement agricole, elles sont extrêmement nombreuses. Alors, je dis innovation avec toutes les précautions d'usage, parce que parfois elles datent d'il y a un siècle. Donc bon, voilà, enfin disons les façons différentes de procéder ou les façons singulières de procéder, elles sont extrêmement nombreuses. Elles inspirent régulièrement l'éducation nationale quand même. Hein. Oui. Il y a eu les EPI, il y a eu il y a eu plein d'autres choses comme ça. Mais pourquoi alors ça ne produit pas le même effet une fois qu'on plonge ça dans le bain éducation nationale? Les logiciels sont différents. Je parlais de la piscine avec les couloirs. L'éducation nationale fonctionne beaucoup en couloir. À mon grand regret, parce que lorsqu'on utilise les bons outils, même les élèves qui ont parfois des difficultés se retrouvent et progressent forcément lorsque, dans le grand bain, on enlève les lignes de flottaison. Alors, il y a les couloirs, il y a aussi les... Je cherche à filer votre métaphore piscine, j'y arrive pas. C'est pas grave. Il y a aussi le fait qu'on va dire les nageurs, les enseignants, si on file la métaphore, à l'éducation nationale travaillent 18 heures par semaine. Enfin, ils doivent 18 heures de cours en fait par semaine. Ils travaillent beaucoup plus, pardon, je me suis extrêmement mal exprimé. Mais ils doivent 18 heures de cours face aux élèves chaque semaine. Et ça, vous dites, un temps plein d'enseignement, ça ne devrait pas se limiter à 18 heures de cours par semaine. Il faut le définir autrement. Effectivement. Et dans l'enseignement agricole, un enseignant à temps complet, effectivement à 18 heures, mais jamais 18 heures de face à face. Il a aussi du suivi, de la concertation. Dans les 18 heures. Dans les 18 heures. Donc tout ce qui fait qu'il y a une énergie collective qui se met en place autour du projet d'établissement. Et ça, c'est vraiment un des éléments majeurs dans la réussite de ce qui se passe sur ces petits établissements qu'on retrouve partout et qui irriguent les territoires. Dans les défis
que relève le monde, l'enseignement agricole, il y a les défis du monde agricole tout court, et notamment dans ces défis-là, l'agroécologie, les questions d'environnement. Comment c'est pris en considération par exemple, depuis combien de temps dans votre établissement, combien d'heures sont consacrées à ces problématiques? Qu'est-ce que vous faites? Alors l'agroécologie, c'est une notion assez récente dans l'enseignement agricole, qui plus est, dans les années 90. C'est né avec l'agroécologiste Marc Dufumier, qui a conseillé le ministre de l'époque Stéphane Le Foll, qui a mis en place effectivement cette orientation qui irrigue tous les programmes, mais je dis bien tous les programmes, de la 4e au BTS, aux licences professionnelles. De continuer à élever en étant respectueux de la planète, des sols, Tout à fait. De l'air, de la biodiversité. Tout à fait. Et donc, est-ce que c'est un argument pour attirer des élèves, ça par exemple, parce qu'ils sont quand même plutôt saisis, plutôt intéressés par ces questions ils sont très sensibilisés, ils sont très intéressés. Et lorsque récemment ces termes ont été peut-être considérés comme des gros mots, ils ont été les premiers surpris. Parce que quand on est effectivement sur le terrain, même quand on veut devenir agriculteur, eh bien ces questions-là, elles sont au cœur de leur installation. Eh oui, bien sûr. De leur future installation. Vous évoquiez tout à l'heure les enjeux de santé mentale quand on parlait de Marcel Ruffo. Vous parlez dans le livre de ces enjeux-là, de l'impact du Covid. Est-ce que l'enseignement agricole a une façon particulière de les aborder, ces enjeux de santé mentale des jeunes ? Et on sait, rappelons-le inlassablement, qu'ils vont quand même un peu moins bien qu'avant. Le fait de travailler à l'extérieur, en pluridisciplinarité, en s'autorisant tous les partenariats possibles autour du bien-être de l'élève, je pense qu'on participe à une meilleure santé mentale pour les jeunes. Mais vous faites un peu plus, parce que vous expliquez que vous proposez une formation au premier secours en santé mentale, en partenariat en l'occurrence avec la Maison des adolescents de Bayonne. C'est ça. C'est quoi les premiers secours en santé mentale ? Premier secours, c'est que les pères repèrent chez leurs camarades un moment où ils ne vont pas bien. Donc les premiers secours, c'est cela, c'est-à-dire reconnaître l'appel, apprendre à identifier, regarder ce qui ne va pas bien et pouvoir être le relais vis-à-vis d'adultes, vis-à-vis de professionnels, pour que ces jeunes-là soient pris en charge. C'est un élément très très utile à la cohésion aussi d'un établissement. Alors vous avez pensé à ce gouvernement, Bayrou, en disant quand même il a pas grand-chose à faire, il faudrait qu'il fasse une nouvelle loi, ça manque, et vous dites il y a une loi SRU pour l'habitat, qui est une loi, rappelons-le, qui vise à répartir au niveau national le fait d'accueillir des personnes en situation de fragilité. Vous proposez une loi SRE pour l'éducation. Oui. D'abord, SR, pourquoi ? Donc, SR, solidarité, renouvellement éducatif ? De renouvellement et de reconstruction d'école. Et alors, il y a là-dedans ? Eh bien, il y a de la solidarité entre les établissements. La mixité sociale, la mixité scolaire, c'est quelque chose qu'on connaît, davantage peut-être que d'autres. Il y a des établissements qui le connaissent moins. Donc l'idée, c'est de mutualiser, en tout cas, mutualiser. C'est la même idée, en fait. C'est exactement la même idée. Et en embringuant tout le monde, c'est-à-dire éducation nationale, enseignement agricole. Public, privé. À un moment donné, les barrières, les barrières, lorsque l'essentiel est en jeu, il faut faire tomber les barrières. On a détruit les murs. Bon, mais pas trop quand même, c'est bien quelques petites clôtures. Il faut parce que le remembrement, c'est pas génial non plus partout. Non plus. Donc on garde un petit peu de barrière, mais pas trop, c'est ça ? Pas trop. Merci beaucoup Bertrand Gaufriot. Petit éloge d'une école qui va bien. Vive l'enseignement agricole. Point d'exclamation, mais ça on l'aura compris, il aime. Il y a un petit dessin d'ailleurs de Plantu sur la couve, c'est assez sympathique et rigolo. Le livre est publié aux éditions Le Temps d'un roman dans la collection des essais. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. On va continuer à parler de pédagogie puisque nous sommes lundi et qu'on parle avec Marie-Olivier d'un pédagogue néerlandais en particulier. Comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Cours particulier aujourd'hui qui se déroule aux Pays-Bas. Avec vous, nous allons parler d'un des pères de l'éducation dite démocratique. C'est un philosophe, il s'appelle Geert Biesta. Geert Biesta, effectivement, il est né en 1957. C'est un philosophe contemporain de l'éducation qui enseigne dans les universités américaines et européennes. Et il s'est fait connaître pour avoir critiqué la pédagogie dite de l'apprentissage. On va définir les termes, parce que c'est pas exactement l'apprentissage tel qu'on... Non, longtemps en France. En fait, selon Biesta, la pédagogie de l'apprentissage, c'est tout simplement la tête bien pleine. Si vous voulez, c'est la façon de voir l'éducation comme une accumulation de compétences,
mesurable. Donc en fait, Biesta, il critique l'approche qui se concentre sur les résultats et sur la préparation pure au marché du travail. Et il distingue 3 grandes missions pour l'éducation. Oui, en fait, dans 2 de ses ouvrages, Biesta identifie ses missions qui sont vraiment différentes de juste une tête bien pleine. La première mission, c'est la qualification. Donc là, on va transmettre des savoirs et des compétences nécessaires pour participer à la société, au marché du travail. Deuxième mission très importante, la socialisation, donc faire en sorte que les enfants s'intègrent dans des communautés, dans des cultures. Et troisième mission, la subjectivation, et ça c'est tout simplement faire en sorte que les enfants, les élèves aillent vers l'autonomie dans leurs idées et qu'ils agissent de manière responsable et critique. Voilà, et on a Bertrand Gaufriot pour l'enseignement agricole qui opine du bonheur. Ça a l'air très bien ce truc-là. C'est pour ça qu'il s'intéresse à l'éducation. Exact, c'est pour Biesta, en fait l'école c'est le lieu central pour apprendre à être humain en société tout simplement. Donc il plaide pour une école qui forme des citoyens critiques, responsables et capables d'interagir avec les autres. Donc il pense qu'il faut mieux former des citoyens engagés plutôt que de simples futurs travailleurs. De futurs travailleurs ou de futurs consommateurs. Biesta insiste sur 3 principes pédagogiques qui sont clés. Le premier, l'expérience et le dialogue. Donc on apprend à écouter l'autre, à exprimer son désaccord, à faire des choix, à débattre. Deuxième, l'altérité, tout simplement apprendre à coexister dans une société où on a une variété d'opinions. Et troisième principe, l'enseignant est un guide. Ça veut dire que les élèves sont accompagnés vers l'autonomie dans leurs idées. Un guide, donc, c'est vraiment l'image de l'enseignant accompagnateur. C'est ça. Le pédagogue au sens grec du terme. Exactement. Le professeur est certes accompagnateur, mais on va plus loin que les pédagogies qui sont par exemple vraiment centrées sur l'élève. Quand on dit ça, c'est que pour Biesta, il pense que c'est pas seulement la solution d'être centré sur l'élève comme dans certaines pédagogies alternatives. L'enseignant a vraiment un rôle actif. Il propose des savoirs, il transmet des savoirs et confronte l'élève à des questionnements. Ok, ça c'est la théorie. En pratique, ça se traduit comment ? Alors c'est pas toujours évident à mettre en place dans des systèmes éducatifs qui sont normés comme en Occident, mais on arrive à introduire des principes dans l'école traditionnelle, je dirais. Et il y a aussi des écoles alternatives qui existent, qui s'appellent des écoles démocratiques, qui ont été inspirées d'intellectuels, entre autres comme Biesta. Et notamment, je crois, il y a Sudbury, c'est ça en Angleterre ? Oui, alors il y a Sudbury, effectivement, les écoles Freinet aussi, la Summerhill School, toutes ces écoles, on en a déjà parlé dans cette chronique. Et en fait, elles encouragent la participation des élèves à la gouvernance de l'école. Donc par exemple, à Summerhill, au Royaume-Uni, les élèves, chaque élève a une voix qui compte autant que chaque professeur et décident ensemble des règles de la vie collective. Et ça existe ce principe-là à Summerhill depuis 1921. On a ça en France aussi. On a ça aussi en France au lycée autogéré de Paris. Ça fait aussi penser au Parlement des enfants, par exemple. Oui, alors il y a les parlements qui sont internes aux écoles et qui sont, par exemple, ces assemblées, comme on peut aussi avoir chez Montessori. Mais vous faites bien de mentionner le Parlement des enfants en particulier, qui est une initiative nationale cette fois, qui a été fondée par l'Assemblée nationale. En fait, chaque année, elle permet aux élèves de CM2 de venir se mettre dans la peau des députés, de faire des propositions. Ils ont le droit de s'engueuler, de se hurler dessus, de dire des gros mots. Exactement. C'est génial. Je pense que c'est un peu plus cadré, peut-être. Il vaut mieux quand même. Il rédige des propositions et ensuite, il les propose aux vrais députés cette fois, qui examinent ces lois. Il y en a même qui ont été adoptées à l'Assemblée. Marie, merci beaucoup. Vous écoutiez avec attention. De manière religieuse. L'université, elle est ouverte aussi finalement à ce type de choses. Les objectifs sont les mêmes en tout cas, sur ne pas former que des consommateurs. Absolument. L'interdisciplinarité aussi, c'est un sujet qui vous parle particulièrement quand on est géographe. Particulièrement pour la géographie, on essaie de se nourrir des autres disciplines, oui. Voilà, et en espérant que les autres se nourrissent aussi de la géographie. Mais c'est vrai que c'est une discipline tout à fait carrefour, la géographie. Marie, d'un mot, dans les nombreux héritages de cette école démocratique, il y a aussi les ateliers de philo, non ? Oui, les ateliers de discussion philosophique qui ont été créés par, en tout cas... il y a eu une initiation aux États-Unis par Matthew Lipman, et en fait c'est vraiment de la discussion philosophique, donc ça peut se tenir à la fois dans les classes des écoles disons classiques ou en dehors même, dans des activités à l'extérieur. Et l'idée c'est vraiment de discuter, de débattre, de confronter ses idées. Et puis, il y a toujours ce rapport à l'altérité qui est si cher à Biesta. Et à la pensée critique. Oui. Merci beaucoup, Marie. Merci aussi, Xavier. Merci, Bertrand, pour tous vos éclairages dans cette émission. Et merci évidemment à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission, Dylan qui est en régie avec aujourd'hui au son Saïd Mamou et à la réalisation Angèle Jean Girard. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.